Merci Alistair Campbell, que j'invite à me rejoindre maintenant et à s'asseoir sur ce fauteuil. J'invite également les autres participants à cette première table ronde de la journée consacrée aux risques politiques en Europe de l'Ouest en 2018 à venir ici même sur ce plateau. J'appelle donc Natacha Valla, Tania Sologoub et Olivier Khayat. Ici même, Natacha Valla, bonjour. Vous êtes ici et Olivier Khayat, ici également. Voilà. Si vous voulez bien, Natacha Valla. Ici même, Olivier Khayat, voilà, totalement à ma gauche. Et je salue donc la présence à mes côtés de Natacha Valla. Vous êtes chef de la division politique et stratégie à la Banque européenne d'investissement. Tania Sologoub, vous êtes économiste, chargé de projet risque politique au Crédit Agricole. Et Olivier Khayat, co-directeur de la division Corporate Investment Banking et membre du comité exécutif du groupe Unicredit. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre devant nous sur cette question, les risques politiques en Europe de l'Ouest en 2018. Stop ou encore, c'est le titre de cette première table ronde. D'abord, Tania Sologoub, quand on parle de risques politiques aujourd'hui, je vais vous demander de prendre ce micro si vous voulez bien. Allô, allô, il marche, c'est bon. Lorsqu'on parle de risques politiques aujourd'hui, en 2018, à quoi fait-on référence? Quelle est la nature de ceux ou ces risques? Sous quelle forme se manifestent-ils? Vous en avez parlé, vous, dès 2012. Oui, c'est une question facile, hein, surtout après vous, en ayant bien chauffé la salle. Donc, je vous propose, en fait, je crois qu'il n'y a que deux façons de répondre à ça. Soit on fait le catalogue de tous les risques tels qu'on les voit. Le populisme, la montée des régimes autoritaires, la question de l'indépendance des régions. Soit on pose l'hypothèse qu'il y a des causes communes derrière tous ces risques. C'est un peu le travail qu'on avait fait dès 2012. Et je vous propose en introduction une petite réflexion autour de ça et de 4 étapes très importantes en fait dans la construction de ces risques, pour les comprendre. La première étape, mais en fait je vais résumer d'une autre façon tout ce que vous avez évoqué. La première étape, le premier palier, c'est vraiment une crise identitaire. On a perdu sa place, et c'est pas rien de perdre sa place dans la vie, face au progrès technique et à la mondialisation, surtout la mondialisation financière. Mais à cette crise identitaire s'adjoint un sentiment très puissant d'injustice. Alors c'est l'injustice face au chômage, face aux inégalités, face à l'exclusion, face à la surcharge fiscale. Non. Mais sentiment, donc perte identitaire plus injustice, ça nous amène au deuxième palier. Et en fait, ça c'est la première matérialisation du risque politique qui s'est vue dès les années 70, c'est la question du taux d'abstention. Parce que ça exprime quoi le taux d'abstention? Ça exprime une immense crise de la défiance par rapport aux politiques, partis, syndicats, etc. Et ça se voit en fait depuis 50 ans. Et ce taux d'abstention va ouvrir un vide politique. Vide qui va être comblé par les partis dits anti-système, mais aussi les personnalités anti-système. Mais là, j'insiste. Vous voyez bien qu'en fait, ce n'est pas la cause du problème. C'est le symptôme de la crise de confiance. Et puis on passe au troisième palier, c'est quand la crise de confiance se transforme en crise de légitimité, ce dont vous avez parlé. Alors légitimité sur 2 points. Les élites, ce grand dégagisme par rapport à l'intégralité des élites en place, et puis encore plus profondément les modèles. Vous les avez cités, c'est la démocratie, cette prétention d'universalisme des modèles, la démocratie, le multilatéralisme pour gérer le monde, et puis le capitalisme libéral. Mais là, il y a quelque chose d'important. Cette crise de légitimité est connectée avec la crise du leadership économique. Pourquoi? Quand vous n'êtes plus légitime politiquement en tant que gouvernement, de toute façon, Macron, Hollande ou autre, vous ne pouvez pas faire de réforme. Donc là, on a le point où la politique grippe l'économie, c'est dans ce sens-là où ça s'est passé. Et puis, le dernier palier, vous en avez parlé, c'est les chocs, la crise migratoire, la crise de 2009, le terrorisme. Et là,
Moi, je suggère qu'on arrête un peu de faire d'économie, puis qu'on parle de Victor Hugo, par exemple, aussi, puisque vous parlez d'écriture. Victor Hugo nous a prévenu il y a très longtemps. Qu'est-ce qui fait bouger l'homo politicus? C'est pas la rationalité économique, arrêtons de dire que les gens sont irrationnels. C'est pas non plus la vérité, parce que la vérité, on la cherche, on prend celle qu'on veut. C'est l'émotion. Alors c'est incroyable, parce que je pensais aux deux mêmes émotions que vous avez citées. La peur, à la fois sécuritaire, mais aussi du lendemain. Donc les classes moyennes, cette immense peur pour nos enfants du déclassement. Et puis la colère. Et là, c'est quoi? C'est le rôle de la corruption et de la perception de la corruption, décuplée par Internet. Face à ça, et je vais terminer là-dessus, moi, je pose un peu le cadre des débat, je prends le temps. Hein. Voilà, je prends le temps. Finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a une prise de conscience des gouvernements de tout ce grand cycle. Et donc, les gouvernements essayent de retrouver quoi? Eh bien, de la légitimité. Et je me permets de rappeler Max Weber, qui nous a déjà tout dit. Il n'y a que 3 façons de retrouver de la légitimité, et on peut classer tous les gouvernements là-dedans. La première façon, vous essayez d'incarner un pays. Les valeurs, alors soit vous l'incarnez gentiment à la Macron, excusez-moi, non, oui, si. Si, vous pouvez. Et la France est en tête des classements de soft power maintenant mondiaux. Soit vous le personnifiez, et c'est toute l'histoire de Poutine et d'Erdogan, Poutine torse nu qui dit « je suis la Russie ». Et puis c'est aussi ce qui est un petit peu en train de se développer à l'est de l'Europe, avec l'axe Budapest-Varsovie, où on ne parle que de l'histoire, des valeurs, de la nation. Le groupe de Visegrad. Voilà, cette fameuse, et là on en parlera évidemment, parce que c'est un des risques pour l'Europe, c'est cette reconstitution, parce que là-bas les populistes sont au pouvoir. Deuxième solution, nous dit Max Weber, pour retrouver de la légitimité. Ben, on va la chercher à l'extérieur, dans le conflit, et on connecte avec le risque géopolitique. C'est évidemment le business model de Poutine, c'est aussi celui d'Erdogan. Je crains que ce soit celui du monsieur Trump dont vous parliez tout à l'heure. En tout cas, c'est tentant pour lui. Troisième solution pour retrouver de la légitimité, les démocraties occidentales. On est face à quoi? Une scène politique qui, en fait, est à 50-50, clivée. À peu près 50% de partis anti-système et puis les autres. Alors, on fait des grandes coalitions, on passe des centaines de jours pour les constituer, et ces grandes coalitions nous achètent du temps pour retrouver cette légitimité. Mais l'enjeu, c'est qu'elles incarnent néanmoins, qu'elles répondent au premier palier de la crise, c'est-à-dire qu'elles incarnent du renouveau. Et évidemment, ça s'accompagnera d'une réflexion sur l'évolution des institutions. Alors, ma conclusion, tout ça, ces grandes étapes, c'est ce qu'on appelle un cycle politique. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Un cycle politique, c'est une période historique où la politique reprend la main sur l'économie. Et après tout, c'était peut-être nécessaire. Mais ce qui est important dans notre analyse, c'est qu'il ne faut donc pas analyser chaque risque politique comme une succession de crises qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est surtout un grand processus de transition vers des nouveaux équilibres politiques et géopolitiques. Là, c'est encore instable, c'est dans l'incertitude, il n'y aura pas de retour en arrière, mais on va vers quelque chose de différent. Voilà. Nature des risques. Ça pose le décor. Merci beaucoup. Ça pose le décor. Merci Tania Sollogoub. Olivier Khayat, ces incertitudes politiques, est-ce que vous les constatez, vous, chez Unicredit, et dans quelle mesure vous affectent-elles dans votre activité de banquier? Le banquier est toujours affecté par la conjoncture, on a l'habitude de dire ça. Donc, lorsque les choses vont bien, on dit c'est challenging. Lorsque les choses vont pas bien, on dit c'est challenging. Parce qu'on a beaucoup l'habitude de se plaindre à la banque, comme vous le savez tous. Maintenant, le rôle de la banque, c'est d'accompagner les agents de l'économie, les acteurs économiques. Donc, quel que soit le contexte politique ou géopolitique, nous sommes là pour accompagner nos clients qui veulent se développer, veulent vendre des produits, veulent développer le courant d'affaires. Donc on est là pour ça. Donc notre rôle, c'est la courroie de transmission dans l'économie. C'est ce qu'on fait. Alors des fois on le fait trop vite, des fois on le fait trop fort, ça se paye. Des fois on le fait pas assez vite et pas assez fort et on se fait taper sur les doigts, mais c'est notre rôle et c'est ce qu'on essaye de faire. Bien ou mal, mais en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire. Maintenant,
pour vous donner un exemple, et là on est dans le tactique et dans le stratégique, s'expliquait Alastair. Le groupe Unicredit, il y a un peu plus d'1 an, s'est lancé dans une restructuration majeure parce que le groupe souffrait, avait des problèmes sur des actifs compliqués, ce qu'on appelle les non-performing loans, des problèmes en modèle, en capital, et on ne pouvait pas véritablement exercer notre rôle de banquier parfaitement en tant que groupe européen. Donc nous sommes lancés dans un grand plan industriel de changement. Ça, c'est pas très important, j'en fais un peu la pub, mais ce qui est important, c'est ce qu'on avait dit. On avait dit c'est un self-led plan. Nous avons lancé ce plan avec un timing qui était avant le référendum italien, et à l'époque on nous avait dit si c'est non, ça va être la catastrophe, avant les élections en France, si c'est le populisme, ça va être la catastrophe, et ensuite il va y avoir les élections en Allemagne, etc. etc., etc. Donc la chose à laquelle on doit très faire attention, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans l'économie, et dans la manière dont l'économie se découple aussi du politique à un certain moment, c'est quelquefois l'économie devient plus stratégique que le politique. Le politique, il peut être tactique. Pourquoi? Parce qu'il va voir l'échéance de son mandat et on va travailler dans la communication, dans la gestion du calendrier. Quelqu'un qui gère une entreprise, qui veut la développer, un entrepreneur, nous on suit énormément d'entrepreneurs en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Europe de l'Est, ces gens-là, ils ont un horizon qui dépasse l'horizon des politiques et il faut les accompagner dans cet horizon. Et donc, on essaye évidemment d'être très tactique et de comprendre la situation, de comprendre le monde dans lequel on est, mais on doit avoir une vision qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus détachée du politique, parce que si on avait dû adapter notre calendrier stratégique pour la banque au calendrier politique, on n'aurait rien fait. On n'aurait strictement rien fait. On aurait attendu le référendum italien, on aurait attendu les élections françaises, on aurait attendu les élections allemandes. On ne peut pas se permettre, lorsqu'on gère une entreprise, lorsqu'on a un rôle dans l'économie, d'être assujetti à ce type de calendrier. On doit dépasser ça, on doit l'intégrer et on doit le dépasser. Donc on a un besoin de compréhension énorme du monde dans lequel on est. C'est la raison pour laquelle nous sommes très locaux dans tous les pays où on est dans 14 pays, on essaie de comprendre localement les gens, on essaie de respecter leur culture. Vous voyez, je travaille en Italie depuis 7 ans, je parle déjà avec les mains. Vous voyez. Donc ça, il faut le comprendre, il faut s'adapter. Et parce qu'il faut comprendre comment les gens fonctionnent. Parce qu'on a tous, et en Europe, je pense qu'on a aussi une certaine arrogance, de dire on a le meilleur modèle du monde, on va l'adapter partout dans le monde. Donc on ne comprend pas Poutine torse nu. Les Russes le comprennent. Et donc, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est d'essayer de respecter les cultures locales, comment fonctionnent les gens, quel est leur système, quel est le système dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils peuvent se développer et mener à bien leur courant d'affaires. Donc, effectivement, tout ce qui se passe en termes politiques et aussi en termes géopolitiques nous affecte, mais notre rôle à nous, c'est de bien comprendre cela, de l'analyser, de ne pas porter de jugement là-dessus, de l'accepter, de vivre avec et d'essayer de penser sur le même horizon que nos clients et pas nécessairement celui des politiques. Natacha Valla, comment vous définiriez-vous ce risque ou ces risques politiques? Est-ce qu'ils sont propres à l'Europe ou est-ce que c'est une tendance plus générale? On parle souvent d'un rejet de la mondialisation, par exemple. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est commun à d'autres grands pays de la planète? Alors, ce qui est intéressant peut-être, je pense, pour l'année 2018, c'est qu'il y a un certain nombre de ce qu'on a appelé en 2016-2017 de risques politiques qui se sont matérialisés dans le contexte européen. Le Brexit, on pouvait le craindre, pas le craindre, le voir venir, pas le voir venir, il est arrivé. Pas encore, effectivement. Mais encore un espoir. Alors c'est un point intéressant parce que la nature de l'incertitude a changé. On est prêt à la matérialisation potentielle d'un tel événement. La Catalogne, c'est un peu similaire. Personne ne le voyait venir, pourtant tout le monde expose, bien sûr, les régionalismes. Il y a un certain nombre de... Toutes les politiques européennes sont basées sur l'entité régionale. On a voulu ignorer ces tendances-là. Maintenant, il y a une expression politique qui est d'ailleurs réitérée. Que va-t-il se passer? Catastrophe? Ben non, pas catastrophe. Enfin, tout dépend du point de vue, bien sûr. D'un point de vue politique, c'en est sans doute un. Mais la Catalogne ne s'est pas effondrée. L'Espagne n'est pas sortie de la zone euro. On a encore des institutions qui tournent. Donc, on a ces grands chocs psychologiques qui sont absorbés par une réalité et qui mettent
les populations, les politiques, les investisseurs face à une nouvelle cartographie de risques. Donc on comprend mieux, ils se sont réalisés et on est passé un petit peu à l'étape suivante. J'ai parlé de l'Europe, c'est un peu vrai aussi dans le monde occidental. États-Unis, premier exemple, Trump, pas Trump, un Donald ou l'autre. Donc c'est une réalité à laquelle on s'est habitué, qui est venue se surimposer à la réalité de la crise financière de 2008. On fête la décennie de la crise financière, ça ne nous rajeunit pas. Mais on a appris à vivre dans ce monde, alors les économistes diraient de non-normalité, donc de distribution des risques différente de ce qu'on aime en général quand on est un économiste orthodoxe. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Ce qui est moins facile à comprendre dans le contexte actuel, c'est la façon dont ce risque politique quasi matérialisé va se traduire dans des risques financiers et économiques. Et là, je pense qu'il faut avoir un petit peu de recul par rapport à la nature et à la genèse des crises financières, qu'on catégorise de façon assez stéréotypée en crise de dette souveraine, donc lien très étroit entre risque politique et crise et risque sur la dette souveraine. Deuxième catégorie, risque de change. Là encore, monnaie, un élément majeur de souveraineté. Alors, il y a des discussions sur les bitcoins, crypto-monnaies qui remettent ça un petit peu en cause, mais pour moi, c'est un peu de la métadiscussion. Le vrai sujet, c'est qu'une monnaie, c'est un élément très fortement attaché à un souverain, et donc très fortement, potentiellement, soumis au risque politique. Et puis, le troisième élément de risque de crise, c'est le risque de crise bancaire. Donc, ces trois façons de voir le risque d'émergence de crise financière sont liées à un risque politique de nature un peu nouvelle. Alors, pour ancrer ça dans la réalité des pays avancés et de l'Europe en particulier, alors je parle de l'Europe de l'Ouest plus précisément, on pourra revenir sur les régions plus du centre de l'Est plus tard, mais il me semble qu'aujourd'hui, il y a un éléphant dans la pièce et une toile de fond absolument extraordinaire, qui est la conduite des politiques monétaires non conventionnelles, qui est absolument essentiellement liée au souverain, puisque depuis 2008, on met en œuvre la politique monétaire, pas seul, je dis 2008 par un peu abus de langage, mais on a commencé à dérouler ces politiques-là, essentiellement liées à l'émission de dette par le souverain. Donc vous voyez que là, je fais déjà rien qu'avec ça, le quantitative easing des banques centrales, ça met ensemble le risque souverain, crise de dette, le risque de change, monnaie d'émission de cette dette-là, et puis risque bancaire aussi, surtout parce que les banques sont encore de grosses porteuses de titres de dette souveraine. Donc pour moi, le risque politique aujourd'hui, c'est devenu un peu une toile de fond qui doit servir à analyser les risques qui vont émerger en matière de normalisation des politiques monétaires. La croissance nous porte dans les zones avancées du monde, mais pas seulement. On est en train de normaliser ces politiques expansionnistes. On est parfois en train de normaliser les politiques budgétaires. Aux États-Unis, ils ont oublié qu'ils étaient en haut de cycle. Donc ça risque de poser un problème. C'est peut-être plus pour 2019 que 2018. J'en sais rien. Mais en tout cas, cette question de normalisation de la politique monétaire, je vais la rattacher au risque politique, d'une part parce qu'il n'est jamais superflu de rappeler qu'une banque centrale doit rester indépendante. C'est important d'avoir un processus de formation de la politique monétaire qui ne soit pas lié au cycle politique dont parlait Tania tout à l'heure. Il y a une évolution là-dessus des mentalités. Ce n'est pas forcément la perception qu'en ont les pays dont on a pu parler déjà dans le cadre de cet tableau. Dans le cas des États-Unis, on a beaucoup parlé, évidemment, il y a eu beaucoup de nouvelles nominations au board de la Réserve fédérale. Et ça a été un petit peu l'ébullition. Le nouveau président est arrivé, on s'est dit, mon Dieu, il va nommer pour la supervision, pour la conduite pour la présidence. Bon, les institutions ont l'air de tenir. Moi, j'ai vraiment confiance en ce statut des banques centrales qui a été creusé dans l'histoire de la construction de ces institutions. Il faut rappeler qu'elles sont quand même finalement assez jeunes, quelques
quelques siècles tout au plus pour certaines. Donc il faut vraiment s'attacher à cette indépendance-là. Le deuxième aspect, qui échappe un peu au contrôle démocratique, et je dirais bien au-delà, qui échappe un peu même au contrôle des économistes qui essayent d'y penser, c'est que la nature de ces nouveaux instruments, elle est tellement intangible. On parle par exemple aujourd'hui de forward guidance pour la conduite des politiques monétaires. Qu'est-ce que la forward guidance? Je viens de terminer de donner un cours à des étudiants de New York University sur les crises financières. Donc on a passé toute une séance de 3 heures sur les nouveaux instruments de politique monétaire. Les étudiants n'arrivaient pas à comprendre qu'on puisse conduire la politique monétaire aujourd'hui en disant 5 mots. Whatever it takes. Juste ça, le discours, la communication. Aujourd'hui, l'enjeu des banques centrales, ça va être la communication sur la communication. Alors, on était dans les citations, je rebondis un peu, les citations littéraires, je vais en faire une. Un seul mot et tout est perdu, un seul mot et tout est sauvé. Alors, je ne vais pas faire de quiz, qui saurait de qui vient cette citation. C'est pas Paul Krugman dans le New York Times, c'est Paul Éluard, poète éminent, surréaliste. Donc, on est un peu dans un monde surréaliste. Et le risque politique dans ce monde surréaliste des banques centrales et des politiques monétaires, je pense qu'il faut être très très prudent à cette articulation. Parce que concrètement, les banques centrales ont énormément de papiers souverains dans leur bilan. Il va falloir comprendre comment le dénouement de ces politiques monétaires vont influer sur les cycles politiques, sur la tentative d'instrumentalisation de la politique monétaire par la sphère politique, et donc être très prudent de ce point de vue-là. J'aurais d'autres points à soulever, mais je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir un petit peu plus tard. Et nous verrons notamment cet après-midi avec Jean-Claude Trichet les effets de cette politique expansionniste et les risques de bulles et d'éclatement de bulles dans le courant de cette année 2018. Alistair Campbell, quels effets, d'après vous, quelles conséquences peuvent avoir l'expression de ces manifestations de mécontentement politique, de populisme, de fièvre populiste même, sur le projet européen d'après vous? Est-ce que vous voyez d'autres exits se profiler après le Brexit, ou bien une réorientation d'ailleurs du projet européen lui-même pour maintenir la structure de l'Union européenne, sa cohésion, quitte à édulcorer son projet? D'abord, la raison pour laquelle j'ai dit pas encore, on n'a pas quitté, puisqu'il y en a, je suis parmi eux, une minorité, ça j'accepte, qui essaie toujours d'arrêter le Brexit, puisque si on pense que quelque chose va être une catastrophe, et là je suis assez certain, pour nous, pas pour l'Europe, pour nous, il faut le battre. Il faut essayer de lutter contre ça, et on va le faire. Je suis dans une minorité. On verra d'ailleurs ensemble quelles sont les probabilités, d'après vous, que le Brexit finisse par advenir. Mais on en parlera peut-être plus tard si vous le souhaitez. Ouais, non, c'est pas. J'ai de l'espoir sans optimisme, puisque si on a le gouvernement et le Parti travailliste tous les 2-10 ans, il faut que ça se passe, il faut que ça arrive, puisque le peuple a voté pour ça. C'est très très difficile, sans l'un ou l'autre, de dire. Ils vont mener la campagne pour l'arrêter. Mais je crois que le public devient de plus en plus inquiet. Et puis, je parlais là de Macron. Il était là en Angleterre la semaine passée. Il a fait une interview à la télévision. Et je sais des gens qui m'ont parlé, aussi lisant les réseaux sociaux et les médias, c'était comme si on... Mais comment ça se fait que la France a quelqu'un comme ça et nous on a ce qu'on a là pour le leadership de notre pays. Alors, je crois que pour l'Europe, est en assez bonne santé. Je crois qu'une des conséquences du Brexit, c'est que d'autres pays, où peut-être ils commençaient à penser que ça serait pas mal de quitter, ils ont changé d'avis. Je crois que... C'est pour moi, c'est ça la vraie tragédie. Je crois que le Brexit va... causer d'autres leaders, d'autres pays à réformer des réformes qu'il faut, l'Union européenne, et nous, on ne va pas être là. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant clair pour tous que there was no plan B? Non, parce que je crois que, enfin, d'abord, puisqu'il y a Macron qui veut changer, je crois s'ils ont de l'intelligence, je crois qu'ils l'ont, ils vont comprendre que ces raisons pour lesquelles on a le Brexit, ces pressions existent dans ces autres pays.
Macron a même dit la semaine dernière, il a dit que si la France avait eu un vote pour in or out, il pense que les Français auraient voté out. Parce que c'est comme ça des référendums. On donne la question très compliquée avec une réponse simple, yes or no, in or out, et les gens qui sont en colère, qui ont peur, ils veulent dire non, je suis contre ça, sans voir ce qui va se passer. Et pour moi je suis écossais et je suis nordiste, quoi. Et je passe beaucoup de temps au nord d'Angleterre. C'est là où j'ai été enfant. Et là, la ville où il y a mon équipe de football, c'était presque 70% pour le Brexit. Et ce que je crains, c'est que le Brexit va faire le plus de mal à eux qui ont voté pour ça. Et je crois que d'autres pays, ils commencent à voir ça. Et aussi, ça va nous coûter cher, on va devenir plus pauvre, ça arrive déjà, et plus faible dans le monde, et ça arrive déjà. Vous disiez que ça incite aujourd'hui les pays européens à se réformer en tenant compte justement du mécontentement qui s'est exprimé à l'occasion du vote sur le Brexit. Ça ne va pas forcément dans le sens de plus de fédéralisme, la prise en compte de ce mécontentement. Ça ne va pas forcément dans le sens des mesures proposées par notamment Emmanuel Macron d'un gouvernement économique de l'Union européenne. Oui, mais si vous voyez ce qu'il a fait pendant la campagne électorale, il était attaqué par la gauche de Mélenchon, par la droite de Le Pen, parce qu'il défendait des valeurs libérales, parce qu'il était pour l'Europe. Si c'était la réponse de Trump, si c'était la réponse de Cameron, ou maintenant de May, il penche vers ça. Il dit, bon, j'accepte tout ça, on va faire un peu moitié-moitié. Il ne dit pas ça. Il est là, il dit ce qu'il pense, même si c'est impopulaire, il lutte pour ça, il se bat pour ça, et il gagne. Et c'est pour ça que ça, c'est le leadership qu'il faut. Tandis que Trump, n'en parlant pas, je viens de lire ce livre-là sur lui, même si c'est moitié vrai, c'est une catastrophe pour le monde, ce qu'il est là. Mais là, en Europe, nous, le leader, il n'existe pas de le leadership pour moi, c'est de dire au peuple des fois des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Et là, pour le moment, le vrai leadership chez nous, c'est de dire, bon, on a eu le référendum, j'accepte qu'il y a là-dedans des raisons fortes et légitimes, mais le cours que vous me poussez, moi, Theresa May, maintenant de faire, ça va être une catastrophe pour vous. C'est ce qu'au cœur, c'est ce qu'elle croit. Et ce n'est pas le leadership de faire quelque chose quand on sait que ça va finir mal. Tania Sollogoub, savoir dire au peuple parfois ce qu'il ne souhaite pas entendre. Le peuple s'exprime beaucoup aujourd'hui via Internet notamment, qui joue un rôle, c'est un des facteurs de la crise que nous observons. Quels sont justement les effets d'Internet sur le risque politique? Oui, alors je vais répondre à ça. Juste une petite remarque, parce que là on est en train de parler de la question de la vérité. Ils disent la vérité, donc ils proposent un ancrage en fait, en disant ce qu'il pense, Macron. Mais également par rapport à la remarque juste avant, c'est que en ce qui concerne les populismes en Europe et les populismes en général, je crois qu'il faut distinguer deux étapes. Il y a l'étape où le populisme peut arriver au pouvoir, et là, ça va se faire sur ce vote contre dont vous parliez, et ce vote contre qui va être une fédération de gens qui, finalement, dans le secret de l'isoloir, en ont ras-le-bol, ont envie de voter. Voilà, et ça passe. Mais il y a une deuxième étape, et il ne faut pas qu'on la sous-estime, parce que depuis ce matin, on parle d'humilité dans nos analyses. C'est ce qui est en train de se passer en Europe de l'Est, notamment en Hongrie et en Pologne. La deuxième étape, c'est la prise de contrôle des institutions. Ça n'a pas été fait, justement, aux États-Unis, la résistance de la Banque centrale, ou en Angleterre, mais en revanche, c'est fait dans d'autres pays. C'est fait en Hongrie avec de nombreuses réformes de la Constitution, c'est fait en Pologne, et ça commence à être théorisé. Donc on passe à quelque chose qui n'est plus du vote non. Cette théorie de ce qu'on appelle la démocratie illibérale, et qui devient quelque chose d'assez puissant. Et comme vous le disiez, qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il faut comprendre. Et alors sur Internet, ben là, moi, je pense que c'est une vraie révolution politique. Il faut le dire comme ça. D'ailleurs, on a un analyste de la démocratie en France qui est Pierre Rosanvallon, qui est un type absolument extraordinaire. S'il y a quelqu'un à lire en France aujourd'hui, c'est lui, qui vous dit que c'est la plus grande révolution institutionnelle depuis la Révolution française. Premier effet d'Internet sur le risque politique. C'est devenu contagieux.
Il y a un choc dans un coin du monde, c'est un effet à l'autre bout du monde. Et pour nous, vous, c'est un effet très simple. Vous vous souvenez les réunions de la COFAS il y a 10 ans, où, au Crédit Agricole, on faisait une cartographie du risque politique. C'était limité à certaines zones. Maintenant, c'est plus possible de travailler comme ça sur le risque politique. Il faut faire des scénarios en incluant la contagion. Ça bouge en Tunisie, ça peut bouger le lendemain en Azerbaïdjan. Donc, il faut travailler différemment notre perception du risque politique. Deuxième chose, deuxième effet d'Internet. Il y a tout un tas d'effets négatifs. Il faut le dire clairement. Un, ça a accru la polarisation dont vous parliez des idées et donc l'ingouvernabilité. Deuxièmement, ça a accru la perception. On se rend compte que dans de nombreux pays, regardez, la République tchèque, vote populiste, on va avoir un vote important dans 2 jours, la République tchèque. 3% de taux de chômage, le plus faible taux de pauvreté en Europe, ils votent populiste, parce qu'il y a le problème de la perception qui est accrue par Internet. Troisièmement, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est la question des clivages culturels. On vous parle beaucoup des clivages. C'est pas que économique. Et en Europe, il s'est passé quelque chose de terrible. Au moment où on avait une convergence des PIB par habitant, parce qu'il faut arrêter d'être économiste de temps en temps, on avait une divergence, ça a été prouvé, des situations culturelles entre les régions, par exemple, du nord de l'Europe et du sud. Autre point négatif, c'est qu'Internet crée quelque chose de très nouveau. C'est un lien entre la politique et la géopolitique. Cyberguerre. Donc, et puis le dernier point négatif, c'est cette destruction de la vérité dont vous parliez. Et Hannah Arendt nous disait il y a déjà très longtemps, quand il n'y a plus de vérité dans une société, il n'y a plus de lien social. Mais je voudrais terminer avec un point très positif. Et ça, c'est Rosan Vallon. Il faut lire la contre-démocratie. Il nous dit, en fait, Internet, c'est aussi une organisation de cette défiance politique. Pourquoi Internet, et vous l'évoquiez dans votre conclusion, nous propose des fonctions de surveillance, d'alerte, de notation, et donc c'est un réinvestissement du champ du politique. Et puisqu'on parlait de nos enfants, bah oui, moi mon fils il vote pas, enfin non il risque de m'entendre, mais il est clic activiste. Donc là il se passe quelque chose de l'ordre de la réforme de la démocratie. Voilà. Olivier Caillatte, les marchés financiers qui, en permanence, intègrent cette masse d'informations, à la fois l'actualité et puis aussi la perception qu'en ont les gens, l'anticipation des comportements. Comment vous expliquez qu'ils ne semblent pas, pour l'heure, réagir, ou en tout cas, ils ne semblent pas être particulièrement sensibles à ce climat politique? Est-ce que c'est une idée reçue? D'ailleurs, est-ce que c'est une idée fausse? Quand on regarde les indices boursiers, le comportement global des marchés financiers. D'abord, il faut bien voir qu'il s'est passé quelque chose de très très important sur les dernières années. Il faut peut-être revenir un petit peu à ce qu'étaient les politiques monétaires il y a 25 ans, il y a 30 ans pour les gens qui s'en rappellent, et maintenant. Il y a 25 ans, les banques centrales avaient des politiques monétaristes très fortes et très autoritaires. Et elles tiraient leur crédibilité de leur capacité à surprendre. Donc on avait la Réserve fédérale le vendredi, par exemple, qui montait ses taux de 1%. Au moment de la réunification en Allemagne, la Bundesbank a commencé à monter les taux de manière extrêmement violente, ce qui a généré ensuite une crise monétaire très très importante en Europe, et d'ailleurs le sterling a subi énormément de dégâts à l'époque. Le franc avait été attaqué, enfin on s'en souvient, et en fait on s'est aperçu que les politiques monétaristes qui surprenaient, qui étaient agressives, qui étaient dans un aquarium, qui étaient dictées par le dogme de l'inflation, et la guerre des taux de change, c'est quelque chose qui est un petit peu derrière nous, même beaucoup derrière nous. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les banques centrales ont réalisé qu'elles avaient un rôle, au-delà du rôle financier, un rôle politique énorme. Et leur rôle, c'est d'essayer de compenser l'incertitude politique par la certitude monétaire. La certitude monétaire, c'est quoi? C'est de dire comment essayer d'endiguer une crise boursière, comment essayer d'endiguer
une discontinuité financière. Comment faire en sorte que les marchés soient toujours ouverts parce que les États doivent s'endetter, les banques doivent aller chercher sur le marché monétaire de l'argent, aussi auprès de la Banque centrale, pour reprêter. Tout le monde a besoin des marchés de capitaux, les entreprises ont besoin de marchés de capitaux, les agents ont besoin de fonctionner, les prêteurs doivent être là, les emprunteurs doivent être là, et doivent se rencontrer. Et donc tout le souci des banques centrales, des deux côtés de l'Atlantique, de l'autre côté de la Manche, a été de dire s'il y a un problème, on va essayer d'injecter de la liquidité. Et en injectant de la liquidité, on va acheter du temps, on va distribuer du calme. Donc les banques centrales ont commencé à distribuer gratuitement des boîtes de Proxat au système économique et à tous les agents, parce que c'était le seul moyen, et c'est toujours le seul moyen, d'acheter du temps et d'acheter de la stabilité, parce que si on baisse les taux, si on injecte de la liquidité, la volatilité tombe, et lorsqu'on regarde depuis la crise 2008, la volatilité des marchés n'a pas arrêté de s'écraser. Et lorsqu'on a quelquefois quelques petites crises, on a des pics, mais ça revient immédiatement, parce qu'il y a énormément de liquidités, et donc il y a toujours des investisseurs qui sont là pour revenir et stabiliser le marché. Et ça, on le voit bien. On le voit bien aujourd'hui, on a les capitalisations boursières qui sont au plus haut, les spreads de crédit, donc les écarts de marge, qui sont en fait la tarification du crédit affectée à tous les agents emprunteurs, n'ont pas arrêté de se resserrer. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et ça avait commencé au Japon. Ça avait commencé au Japon au moment de la crise japonaise. On avait vu exactement ce phénomène se passer sur le Nikkei, sur le marché du crédit. On n'a pas voulu le regarder en Europe. Lorsque ça s'est passé, il s'est passé exactement ça. Et donc, les raisons pour lesquelles les marchés réagissent de cette manière, les marchés s'adaptent et voient les agents. Et ce que disent les agents des marchés, c'est on ne va pas aller contre une banque centrale. Il y avait une époque, on allait contre la banque centrale. Soros est allé contre la Banque d'Angleterre et je vais contre toi. Parce que tu ne tiendras pas, tu n'as pas ma liquidité, tu n'as pas ma solvabilité. Maintenant, c'est plus possible, on ne peut plus jouer contre les banques centrales. Si les banques centrales décident d'acheter des obligations gouvernementales, on ne va pas les vendre. Si les banques centrales décident d'acheter des papiers issus par des entreprises, on ne va pas les vendre en face de la banque centrale. Si la banque centrale décide d'injecter de la liquidité, on ne peut pas aller contre le marché. Les marchés sont rationnels, les marchés s'adaptent à ce qu'ils voient. Donc on est dans une situation, et on revient sur les termes de guidance, sur les termes de direction. Les banques centrales maintenant, elles ne veulent plus surprendre. Elles disent voilà où on va aller. Donc on vous prévient, adaptez-vous à ça, parce que c'est ce qu'on veut. Donc lorsque Tania dit le politique doit reprendre le pas sur le financier, oui, bien sûr, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rôle d'une banque centrale maintenant va bien au-delà de la fonction financière. Elle est dans une fonction politique majeure. Le CEO de Morgan Stanley, M. Gorman, a dit on n'a jamais été dans une zone temporelle d'instabilité géopolitique aussi forte et on n'a jamais eu des marchés aussi stables. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les banques centrales ont un rôle stabilisateur. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire, plutôt que d'essayer de trouver une approche critique par rapport à ce rôle stabilisateur, plutôt de dire, mais il faut justement en profiter. Il faut en profiter parce que l'entrepreneur, par exemple, en Italie, et le même entrepreneur en Allemagne, et entre l'Italie et l'Allemagne, il y a juste des montagnes, il suffit de passer les Alpes. Eh bien, en 2012, la même entreprise s'endettait à 2% d'un côté et à 6% de l'autre. Le même business, la même entreprise, la même chose. La différence, c'est d'être côté Adret ou UBAC des Alpes. Est-ce normal? Non. Donc ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne, ça a été d'essayer, avec ses moyens, de normaliser cette chose. Et lorsqu'on voit ça, on a plutôt tendance à se dire c'est très très bien, parce que ça permet finalement à tous les agents économiques en Europe d'avoir une équité vis-à-vis des financements, vis-à-vis de leur développement et du développement de leur courant économique. Et quelque part, le fait d'avoir plus de stabilité dans les marchés, c'est quelque chose qui est plutôt rassurant dans un monde qui, du côté politique, peut être incertain, on a beaucoup d'échéances, et du côté géopolitique qui est extrêmement instable.
Tania Sologoub, je vous laisse répondre un instant avant de passer la parole à Natacha Valla. Oui, c'est juste que, en fait, je crois qu'il ne faut juste pas confondre le court terme et le long terme. C'est-à-dire que les marchés financiers, souvenez-vous, au moment où Trump va être élu, tout va s'effondrer. Donc, le marché financier, il surprice toujours le risque politique à court terme, surtout s'il a l'impression d'un risque systémique. Mais en revanche, il n'y a pas non plus une déconnexion totale, absolue, finale de la réalité politique et de la réalité économique. Et le marché financier a tendance à sous-pricer le risque à long terme. Et aujourd'hui, on sous-price le risque américain à long terme, nonobstant la résistance des institutions. Et sur le long terme, et je finis avec ça, il n'y a pas que les marchés financiers, il y a les investisseurs, vous le savez. Et là, prenez n'importe quelle enquête, le World Economic Forum, etc. À 10 ans, moi je ne suis interrogée que par des directions de la stratégie, de la supply chain. L'industrie automobile est présente où? Formidable, en Turquie et en Corée. Et je peux vous dire que ces gens-là vous disent « Ah ben si, le risque politique, on le prend en compte. » Travailler avec le tourisme, la défense, l'aéronautique. Puis à l'inverse, un effet très positif, par exemple, sur l'agroalimentaire, qui est relancé en Russie aujourd'hui parce qu'il y a une recherche d'indépendance. Donc il faut bien distinguer quand on parle des marchés financiers et puis des investisseurs et de l'économie réelle à long terme. Natacha Valla, sur le rôle, la fonction des banques centrales, votre discours est assez différent de celui d'Olivier Khayat qui nous disait effectivement à l'instant, heureusement qu'elles sont là comme facteur stabilisateur par le fait de pourvoir en liquidité de manière assez abondante les marchés. Tout à l'heure, vous nous mettiez en garde au contraire contre les risques de bulles et d'éclatement de bulles liés à cet afflux massif de liquidités. Je vais vous demander donc de répondre à ce qu'il vient de dire, et puis également sur la question du rôle des banques aujourd'hui, courroie de transmission entre les risques politiques et l'économie réelle, avec notamment la montée du risque réglementaire. Peut-être sur cette vision long terme, court terme, et ça rejoint ce qui a été dit aussi, il me semble que les marchés aujourd'hui réagissent assez logiquement à la macroéconomie. La macroéconomie va bien, donc les actifs vont bien. Je résume. Aux politiques économiques qui sont quand même encore très accommodantes du côté monétaire et qui le sont assez encore aussi du côté budgétaire. Mais il y a quand même une dynamique de bulle liée à la liquidité créée. Alors, je ne jette pas la pierre aux banques centrales, bien au contraire. Heureusement qu'elles ont pris cette conscience politique, en charge en fait les risques financiers majeurs qui sont matérialisés avec la crise financière, les crises financières qu'on a connues depuis 2008. Mais aujourd'hui, il faut penser à l'étape suivante et bien considérer que cet état d'anesthésie, et pas seulement d'anesthésie, d'alimentation de ce phénomène de bulle, notamment sur les prix d'actifs dans les classes d'actifs à revenus fixes, le régime va changer et tout l'art de la Banque centrale va être dans la gestion de cette transition. Alors on pourrait dire peut-être qu'il y a un précédent, le précédent de la Fed en 2013, qui a quand même envoyé une grosse secousse au marché financier, notamment au marché financier dans les pays émergents qui ont subi le fameux taper tantrum. Et peut-être qu'en Europe, finalement, on a acheté beaucoup d'assurances contre ce type de phénomène-là, et on arrivera peut-être à normaliser les choses. Ce qui est vrai quand même, c'est qu'il y a des quantités de liquidités extraordinaires et que cette liquidité-là, si la macro continue à aller bien, je ne suis pas parmi ceux qui sont les pessimistes à voir qu'il y aurait une stagnation séculaire pendant 20 ans qui préviendrait un retour à des régimes de croissance qui nous permettrait de renouer avec une dynamique positive. Mais si c'est le scénario principal, alors il va y avoir une normalisation. Et dans cette normalisation-là, les risques vont sûrement émerger. Pour faire encore le lien entre cette thématique-là et la thématique des réseaux qui avait été soulevée, Internet, je pense que l'analyse en termes de réseau est vraiment devenue assez cruciale, pas seulement par le biais d'Internet, mais, et je fais le lien avec la question réglementaire et la question de la stabilité financière de façon plus générale, on se rend compte aujourd'hui, tous les régulateurs financiers, tous les agents qui sont en charge d'une façon ou d'une autre de la stabilité financière, que ce soit les banques centrales, les superviseurs,
macro-micro, les régulateurs, pensent en termes de réseau. Vous ne pouvez pas ouvrir un rapport de régulateur sans que vous ayez une cartographie d'un réseau complexe avec des flèches qui changent de taille au cours du temps, des flèches qui relient des catégories d'institutions financières, des banques entre elles, mais pas seulement les banques entre elles. L'émergence de nouveaux acteurs qui deviennent systémiques dans la gestion des flux financiers internationaux. On parle des banques, mais la régulation bancaire, c'est presque la bataille d'hier. Les plus gros acteurs dans la gestion des flux financiers internationaux aujourd'hui, ce sont les compagnies d'assurance et les gestionnaires d'actifs. Alors, il y a un effet de dépendance temporelle. C'est vrai que les banques se sont retirées après 2008 et l'épisode de Sudden Stop. Elles ont disparu des flux financiers transfrontaliers pour des raisons qu'on connaît aujourd'hui. Le retour sur soi, la connaissance du marché domestique, la réduction des bilans, la gestion des actifs hérités du passé. Tout ça, ça fait que les banques se sont mises en retrait de cette gestion de l'interdépendance financière et économique. Et donc, in fine, politique, et ça m'emmène à mon dernier point, qui est celui de regarder la cartographie du monde, donc cette vision en termes de réseau, des interdépendances, non seulement de flux financiers, mais de stocks financiers. Quand on regarde les encours des pays, les uns envers les autres, donc le stock, c'est-à-dire ce que les entreprises françaises possèdent sur les entreprises allemandes. Je prends des exemples neutres complètement en matière de politique industrielle, ou encore ce que les entreprises italiennes possèdent des entreprises françaises. Voilà. Donc toutes ces interdépendances-là en termes de stock, les volumes n'ont jamais été aussi importants dans l'histoire de la finance, ou en tout cas depuis qu'on sait la retracer avec des données qui sont à peu près analysables. Donc on est aujourd'hui dans une interdépendance qui fait que finalement, je te dois quelque chose, tu me dois quelque chose, je te dois beaucoup, tu me dois beaucoup. On n'a pas tellement intérêt à ce qu'il y ait un éclatement des bulles, on n'a pas tellement intérêt à ce qu'il y ait un ajustement massif des valorisations, parce que ça pourrait déstabiliser le système, pour ces raisons de stock et pour ces raisons de multiplication des acteurs majeurs dans le monde financier. Donc je pense qu'effectivement, la question réglementaire, je pense aussi que les régulateurs s'emparent de cette nouvelle cartographie, mais on a un dada en Europe qui est la régulation et la supervision bancaire, l'union bancaire, c'est très important, mais il faut aussi regarder ce qui se passe à côté, au niveau des autres gestionnaires de l'épargne collective. Olivier Khayat, rapidement, cette pression réglementaire, vous la sentez monter et est-ce qu'elle vous inquiète ou au contraire, est-ce qu'elle est salvatrice? Ou est-ce que c'est un combat d'avant-hier ou d'hier, comme semble le dire Natacha Valla? On la sent monter, on la vit, quoi, on la vit au quotidien. Maintenant, la régulation qui s'est mise en place et qui s'est accélérée, elle n'a été simplement que le doigt pointé sur, on va dire, le côté noir de certaines activités. Si on est capable de faire de la banque simple, si on est capable de faire notre métier convenablement, de l'expliquer, de le nommer, d'expliquer ce qu'on fait, et de bien faire comprendre quel est notre rôle, alors le régulateur n'a pas besoin de rentrer. Il comprend, il dit ça va bien, le système fonctionne, parce que quelque part le régulateur, ce n'est que le bras armé du système et il est là pour juste faire en sorte que le système fonctionne. Donc on vit avec la régulation, on est régulé, on n'est pas la seule industrie à être régulée, l'électricité est régulée, le gaz est régulé, l'aviation est régulée, enfin, il y a un certain nombre de pans de l'industrie qui sont régulés et on vit avec ça. Donc il n'y a pas de souci. Simplement, ce qu'il faut faire en sorte, c'est de bien l'intégrer dans nos plans. Nous, dans notre plan industriel, on a dit voilà, on regarde toute la régulation sur les 10 ans à venir, on absorbe tout, on voit la charge et on est capable de l'absorber, on dit qu'on est capable de l'absorber. Voilà. Donc on vit avec. Et est-ce que ça nous empêche de faire nos activités? Non. Notre stratégie n'est pas dictée par le régulateur, simplement on sait ce qu'on doit faire, on discute tous les jours avec le régulateur, les régulateurs, on a plein de régulateurs, et on leur explique ce que l'on fait de manière la plus simple possible, la plus claire possible, la plus intelligible possible, et on est en permanence en dialogue avec eux. Juste un petit point, là, je voulais réagir sur un petit point de Natacha.
ne suis pas nécessairement certain qu'il y ait une conspiration du capital et des interdépendances pour que la stabilité du marché prévale. Je crois qu'il y a simplement le fait que dans le monde, les échanges commerciaux n'arrêtent pas de grossir. Et d'ailleurs, la COFAS accompagne bon nombre d'entreprises à se développer, etc. Je crois que ce qui peut aider de plus en plus, et c'est un point qui est très très important, sur lequel on n'a pas assez insisté, sur les risques politiques, géopolitiques, etc., c'est que le commerce extérieur, c'est le dialogue, c'est la compréhension du client qu'on a en face, c'est la compréhension du pays qu'on a en face, c'est la compréhension des cultures, et que ça, il faut continuer à l'encourager. C'est un de nos métiers, c'est le rôle de la COFAS, les politiques l'accompagnent, ils viennent faire des contrats, etc. C'est bon pour l'économie, mais c'est aussi bon pour la compréhension et pour le dialogue mutuel. Je pense que ça, c'est un élément qui est très très important et qui, par-delà les cycles, est extrêmement stabilisateur parce qu'il facilite le dialogue entre les cultures et entre les pays et la compréhension mutuelle. Je vais vous laisser répondre dans un instant, mais on va passer à la toute dernière partie de cette table ronde puisqu'on arrive presque à son terme. L'occasion pour vous justement de pouvoir participer et donner votre avis sur cette question. Je vous invite donc à vous rendre dans l'application COFAS Colloque Risque Pays, la section Session interactive pour répondre à cette question. Quel sera le principal risque politique à surveiller en Europe cette année? What's the main political risk in Europe to look out for this year? Les réponses possibles, soit les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit, ou bien les élections en Italie, les tensions entre les indépendantistes catalans et le gouvernement espagnol, les tensions entre la Pologne et l'Union européenne, ou bien enfin les négociations sur la restructuration de la dette grecque. Très largement en tête, les questions sur les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit. Effectivement, on n'en a pas encore terminé avec ces négociations. Alistair Campbell, je vous voyais prendre en photo ce slide peut-être pour ramener à la maison. Ça vous inspire quoi? D'abord, ces négociations, on en a légèrement parlé au début de cette table ronde. Vous, votre avis, vous espérez bien sûr encore un possible retour en arrière? Est-ce que, d'après vous, ça peut se produire sans être considéré comme un déni de démocratie après le référendum dans lequel une majorité, certes courte, mais une majorité tout de même d'électeurs britanniques ont voté en faveur du Brexit? Est-ce que vous voyez l'économie au Royaume-Uni continuer de se dégrader dans l'année à venir? Oui. Je crois que ça arrive, je crois que ça va continuer. Je crois que la chute du sterling après la vote, ce n'était pas un truc technique, c'était les marchés qui disent ce qu'ils croient va arriver après. Et puisqu'on a maintenant un gouvernement qui vraiment, j'aime pas venir là à l'étranger, mais dire la vérité, c'est que j'ai un peu honte de voir ce qui se passe, la manière dont ils font des négociations. Il n'y a pas de deal, il n'existe pas un agrément entre les deux qui est mieux qu'on a déjà. C'est impossible. Même le Premier ministre, elle dit c'est impossible de trouver quelque chose une amélioration de ce qu'on a là maintenant. Alors, mon espoir, c'est que le public voit quand elle retourne la deuxième phase des négociations, qu'on commence à voir que ça va pas détruire, mais ça va accélérer la dégradation de l'économie, et que le Parlement vote contre, puisque la plupart des députés, ils savent que c'est pas bien pour le pays. Ils ont peur des électeurs, bien sûr, et ça je comprends. On est une démocratie, ils ont voté, ça je comprends. Et on parle d'un deuxième référendum. Moi, j'essaie de leur expliquer, c'est pas un deuxième référendum, c'est un premier référendum sur une deuxième question. Et la question, c'est, si vous voulez, est-ce que c'est ça que vous avez, quand vous avez voté pour, est-ce que c'est ça? Vous avez voté pour ça ou non? Et je suis convaincu que si on peut arriver à cette deuxième question, qu'ils vont donner une réponse différente. Et il est probable, même avec ça, qu'on aurait de trouble in the streets, puisque c'est vraiment s'il y a des émotions fortes au cœur de ça. Mm-hmm. Mais comme j'ai dit avant, le leadership, c'est de dire au peuple ce qui est important.
Et l'important pour nous, c'est de ne pas choisir le déclin. Et à mon avis, c'est ce qu'on fait. Alors j'ai 15%, je dis que c'est pas plus que ça, 15% peut-être la chance de trouver un moyen de changer d'avis. Et sinon, c'est le divorce clair et net, c'est l'union douanière. Quelle est l'alternative? Oui, puisque je crois que... Enfin, Macron a dit et Merkel, tous les deux, ils ont dit qu'ils aimeraient bien si on trouve un moyen de changer d'avis. Mais si ça n'arrive pas, c'est dans leur intérêt de... oui, ça va. Et là, à ce moment, je crois que le déclin vient assez vite. Tania Sollogoub, quel risque politique majeur va marquer l'année 2018 d'après vous? Alors, je ne vais pas vous répondre, parce que je voulais vraiment rajouter quelque chose. Parce que quand on parle du risque réglementaire, on a quand même une salle avec un certain nombre d'exportateurs. Et l'impact du risque politique et géopolitique, avant tout, c'est aussi la question des sanctions. Il y a un seul service où les banques recrutent, c'est la compliance. Et vous avez des producteurs de pommes polonais qui se sont retrouvés touchés par des contre-sanctions russes sur les sanctions à propos de l'Ukraine. Donc ça, c'est un énorme enjeu. Et dans les risques, souvenez-vous, enfin le principal risque l'an dernier pour vous, comme pour nous, au-delà de nos histoires d'auto-centrées de banque, c'est la question du risque protectionniste qui ne s'est pas matérialisé. Alors vous disiez, les échanges continuent. Oui, mais attention, la croissance mondiale, il y a une reprise du commerce mondial, mais la croissance mondiale est moins intense aussi, quand même, en échange. Ça, c'est un gros sujet. Et puis, quand on regarde toutes les enquêtes sur le détail du protectionnisme, la première nation protectionniste, c'est les Américains. C'est monté avec Obama. Ça se confirme avec Trump. Et ça va être le gros sujet de l'année à venir, comme à surveiller pour nous. Et puis alors, juste un détail, la Pologne, très intéressant. Vous pricez la Pologne comme un sujet très important. Moi, je suis complètement d'accord. Et pourtant, ce n'est pas pricé par les marchés, ni par les agences de rating, qui analysent très mal le risque politique. Donc je pense que la salle a raison et les agences de rating ont tort. Très rapidement, parce que c'est la fin, en un ou deux mots, quel va être, d'après vous, l'événement majeur de cette année 2018 à surveiller de près? Je suis effectivement frappée par le résultat sur la Pologne et sans dire que ça va forcément être l'événement majeur, je pense que ça représente une problématique qu'on sous-estime en effet, qui est la façon dont l'Union européenne a géré l'intégration européenne. Quand on regarde des pays comme la Pologne, la Hongrie, les pays qui ne sont pas membres de l'euro, mais qui ont vocation à devenir. On savait que le Royaume-Uni n'avait jamais eu grande appétence, on sait que le Danemark a opté pour ne jamais y être, mais à part ça, tous ces pays-là sont censés rentrer dans la troisième étape, comme on l'appelle dans notre jargon, de l'Union économique et monétaire, et donc de devenir des pays membres de l'euro. Or, dans cette dynamique, il y a eu la mise en place de plein de politiques européennes, notamment la politique des fonds structurels. Et ces fonds structurels-là, ils sont vraiment fortement intervenus pour parvenir à une convergence macroéconomique. Si vous regardez une simple série, l'investissement public dans les pays membres de l'Union européenne, dans ces pays d'Europe centrale et orientale, on se rend compte que la dynamique de cet investissement suit un pour un quasiment les flux de fonds structurels qui sont allés alimenter la croissance et le développement dans ces pays. Il ne faut pas l'oublier, c'est le phénomène des 15 dernières années. Et je pense que maintenant, la vraie réflexion, elle devra se porter. Et c'est une réflexion difficile parce que l'Union européenne est mise à mal, parce que l'Union monétaire a été vraiment chamboulée, de cette histoire de convergence de périmètre entre l'Union européenne et l'Union monétaire. Dernière question, Olivier Khayat, vous aussi, quel est l'événement que vous allez suivre de près ou les tendances que vous suivrez de près dans cette année 2018? On va suivre le Brexit avec attention, très clairement. C'est quand même l'événement, le point majeur dans ce qu'on doit regarder. Ça peut avoir des conséquences domestiques très négatives et d'une certaine manière positives sur l'Europe. On n'en sait rien. En tout cas, ça a donné à l'Europe une certaine cohésion, par défaut. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est par rapport à ce qu'on regarde, et parce qu'on a toujours tendance
à essayer de regarder la partie vide de la bouteille, on a quand même levé un certain nombre d'incertitudes en Europe de l'Ouest. L'année dernière, on aurait pu tomber dans un populisme beaucoup plus important dans un certain nombre de pays. Donc il faut essayer de voir aussi ce qui a été levé en termes d'incertitude. Même sur le Brexit, maintenant l'incertitude est levée, il faut discuter dans le Brexit. Voilà, maintenant on y est, et il faut essayer de résoudre. Donc on est quand même dans un contexte où, de mon point de vue, le risque politique en Europe, enfin les événements politiques en Europe de l'Ouest sont moins risqués que l'année dernière, premièrement. La deuxième chose, et ça c'est la leçon qu'on doit tirer du politique, c'est que on doit attendre l'inattendu. Et on a été toujours surpris. Tout ce qui n'était pas anticipé est arrivé, tout ce qu'on anticipe n'est pas arrivé. Donc ce qu'on va essayer de suivre avec attention, c'est éventuellement ce qui n'est pas encore marqué ici et qui est susceptible d'arriver, parce que c'est exactement de cette manière-là que l'on vit dans le monde politique moderne de nos temps, et donc we just should expect the unexpected. And thank you very much for this conclusion. Merci pour cette conclusion, Olivier Khayat. Merci également Alistair Campbell. Merci Tania Sologoub. Et merci à Natasha Valla d'avoir participé à cette première table ronde. Merci beaucoup.